Donc bonjour et bienvenue. J'ai la lourde tâche de vous réveiller ce matin avec un bon petit sujet technique comme on les aime. Donc j'espère que la nuit n'a pas été trop rude. Qui est aujourd'hui la haute disponibilité avec PostgreSQL et Patroni. Donc il ne s'agit pas d'une conf qui va rentrer dans le détail de Patroni. L'objectif est de comprendre à peu près comment ça fonctionne et de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Jean-Christophe Arnu. Je suis dans le libre depuis un petit moment maintenant, 96. À l'époque, on avait fondé la NRTT avec un copain qui est devenu le culte. Et puis, bon, voilà, qui a évolué, ou pas, on va dire. Mais je me suis rattrapé avec PostgreSQL, que j'ai commencé en 98 lorsque j'ai commencé à travailler. Alors, au début, c'était du dev. J'ai utilisé PostgreSQL comme base de données, et puis petit à petit j'ai pris goût, et au final je suis un des membres fondateurs de PostgreSQL FR, l'association francophone des utilisateurs de PostgreSQL. Ça c'était en 2005, et puis on a organisé le premier PGD en 2008 à Toulouse. Pour une fois qu'il y a une première à Toulouse, c'est quand même sympa. Aujourd'hui je suis consultant chez Loxodata, d'ailleurs chez avec un Z, pas avec un S. Qui est une société spécialisée comme d'autres, il y en a quelques-unes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, Cédric. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. On est d'ailleurs tous les deux sponsors de l'événement. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est quoi la haute dispo? Parce que la haute dispo, suivant les gens, ça varie, la définition varie. En fait, on va dire plutôt quel problème on cherche à résoudre avec la haute dispo. Et surtout dans le cas de PostgreSQL, puisque c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans le cadre de la conf d'aujourd'hui. Voilà, ça va être barbant, il y a un petit peu de théorie, tout ça. Bon, mais il en faut un peu pour comprendre un petit peu pourquoi on est limité par des théorèmes, des choses comme ça. D'accord, une fois qu'on aura eu cette théorie, on va voir comment PostgreSQL gère la haute disponibilité. Est-ce qu'il la gère déjà? Et comment il peut permettre de la gérer. Et là-dedans, Patroni, qu'est-ce que ça vient faire par rapport à la haute disponibilité? Bon, on nous dit Patroni, la haute disponibilité, je ne sais pas si vous avez... Qui a déjà vu un petit peu Patroni ou entendu parler ouais. Voilà. Donc, vous allez apprendre des choses, j'espère, mais bon, voilà, j'espère que vous ne repartirez pas en vous disant « mais j'ai rien appris », mais bon, on ne sait jamais. Alors, c'est quoi la fonctionnalité, c'est quoi la haute disponibilité au niveau fonctionnel? Moi, je veux que ça fonctionne tout le temps de manière optimale. Ça, c'est une première définition. Bon, c'est un peu vague, mais bon, ça peut plaire. Donc, pour y arriver, ce qu'on va faire, on va redonder les ALIM, on va redonder le réseau, les serveurs. On va placer des serveurs dans des différentes salles, dans des zones de disponibilité, ou dans plusieurs data centers. Et puis on va se donner des indicateurs, par exemple, on ne veut pas qu'il y ait de downtime, donc on va avoir le recovery time objective à 0. On veut pas que ça marche tout le temps, on a dit. Et puis on ne veut perdre aucune donnée, recovery point objective, donc RPO à 0. Retenez bien ces deux acronymes, ils sont quand même la base de ce qui va permettre de définir la qualité de service de haute disponibilité. Puis il peut y avoir d'autres indicateurs aussi. Vous avez des indicateurs qu'on va voir tout à l'heure avec des 9 partout. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut au juste? Alors, suivant à qui on pose la question, on a des réponses différentes. Il y a les réponses des mythes, c'est je veux que ça fonctionne de manière performante, alors ça déjà, sans interruption de service, ça on l'avait tout à l'heure déjà, et puis sans perdre de données, quoi qu'il arrive. Alors ça, parfois on l'a, quand on parle à des big boss, ils veulent ça. Ok, très bien. Il y en a qui sont un petit peu plus au courant de comment ça se passe. Ils disent je veux que ça fonctionne 99,999% du temps. Regardez la petite astérisque. Parce que quand on commence à poser des questions là-dessus, il y a des choses il y a des 9 qui disparaissent. Voilà. Mais on va y revenir, l'astérisque. Bon, on est dans une conférence technique. On sait que, en général, loi de Murphy oblige, lorsque ça plante sévère. On va avoir des interruptions, c'est obligatoire. Probablement des pertes de données aussi. Donc, comment on fait pour se sortir
de cette problématique-là et pour donner à l'application l'impression que voilà, il y a eu un rollback, il y a eu une rupture de connexion, mais je me suis reconnecté, ça a fonctionné. Typiquement. Voilà. Alors, pour répondre au client ou à une personne qui vous dit 99,999%, on va déjà commencer petit, on va lui dire 99%, on fait notre petite requête SQL pour un an, ça nous fait 3 jours, 14 heures, 24 minutes. Large. On peut dire, ça laisse du temps, hein. Ou alors vraiment, c'est que on n'a pas redondé, on n'a pas de stand-by. Limite là, avec ça, on peut faire du switch manuel, hein. Pas de problème entre un primaire et un stand-by. On rajoute un 9, ça fait 8 heures 38 minutes. Pareil, là, bon, ça va. On devrait arriver à gérer. Là où ça devient un petit peu plus chaud, c'est quand on rajoute un 9. Ça fait plus que 52 minutes. Bon, là, pas intérêt à avoir beaucoup d'incidents par an. Parce que, voilà. Alors là, on parle d'incidents, mais ça peut être aussi, tiens, on va mettre à jour PostgreSQL ou on va mettre à jour l'OS, mieux encore. Comment on va faire? Donc ça fait que 52 minutes, bon, il peut y avoir du taf, il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place pour avoir le minimum de downtime possible. Et alors, le 99,999% du temps, c'est 5 minutes. 5 minutes, 11 secondes. Et là, il faut y aller. Parce que si tout va bien, tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, les 5 minutes, on les consomme très rapidement. Le seul fait de se rendre compte que ça ne fonctionne plus, les 5 minutes en général, elles sont cramées. Voilà. Donc je dis plein de neuf, c'est bien, mais est-ce qu'on ne fait jamais de maintenance de l'appli? Oui, on fait peut-être pas, même des rolling updates, ça marche, hein, mais parfois ça ne marche pas, ça plante, il faut faire des rollbacks. Donc du coup, pour l'appli, on s'autorise à avoir, pas forcément à avoir 99,999%. Alors pourquoi on appliquerait la même chose à la base? Donc la question c'est, est-ce que les 99,999% c'est hors maintenance ou avec maintenance? Et là, la question est ouverte. C'est les questions qu'on pose en général aux clients. Est-ce que ça comprend la maintenance ou pas? Et souvent la réponse est non, ça ne comprend pas la maintenance. Il y a aussi des mythes. On nous dit, on veut que le recovery point objectif soit égal à 0. Je veux aucune perte de données. D'accord, mais de quoi on parle quand on parle d'aucune perte de données? Qu'est-ce qu'on perd? On peut perdre ce qu'il y a dans le cache OS, si la machine elle est débranchée violemment. On peut perdre aussi le cache disque, sauf si éventuellement il y a des batteries, mais ce n'est pas encore assuré. Hein, on peut avoir des problèmes avec des hyperviseurs ou des control planes dans les cas de Kubernetes, par exemple, ou de machines virtuelles. Et on peut avoir aussi du cache réseau si on est sur des infrastructures de stockage réseau, qui amènent de la latence d'ailleurs, en l'occurrence. En fait, dans le cadre de la base de données, qu'est-ce qu'on perd réellement lorsqu'on perd des données? On perd des transactions. On perd des transactions. Donc la transaction n'est pas passée. Et donc PostgreSQL a cet avantage, c'est que quand il plante, il revient à la dernière transaction qui a été validée et qui est réellement validée. Donc on peut lui faire confiance quand il dit qu'il s'est arrêté à telle transaction. Il l'a réellement exécutée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va redonder les systèmes sur le réseau. Mais on ne peut pas garantir que la redondance va fonctionner parce qu'un nœud il peut tomber en panne, il peut se retrouver isolé sur le réseau, il peut se retrouver indisponible. Et donc, d'un point de vue purement théorique, on va appeler ça un partitionnement réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir un nœud quelque part ou plusieurs nœuds qui vont, on ne sait pas leur état, ils ne répondent plus. Alors peut-être qu'il fonctionne, peut-être qu'il ne fonctionne pas, on ne sait pas. Alors pour illustrer ça, j'ai fait un petit schéma avec 4 nœuds qui sont interconnectés. Admettons que le nœud 1 soit injoignable, il plante ou il ne plante pas. Il est injoignable par les autres nœuds, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4 peuvent dire il n'y a qu'un qui ne fonctionne pas, donc on va le déclarer indisponible et on va prendre les services à sa place. Pas de problème pour prendre cette décision, il n'y en a qu'un. Il est minoritaire, nous on est majoritaire, tout va bien. Là où ça se corse, c'est quand on en a, sur ce schéma, la moitié. Là, 1 et 3 peuvent communiquer ensemble, mais ne peuvent pas voir 2 et 4, et 2 et 4 ne peuvent pas voir 1 et 3.
Et 2 et 4 peuvent fonctionner ensemble. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. 1 et 3 peuvent se dire, bah, nous, on est arrivé à discuter, donc c'est peut-être les autres là qui sont dans une partition qui sont tombés, et inversement, 2 et 4 peuvent dire la même chose de 1 et 3. Donc là, impossible de faire un choix. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir résoudre ce problème-là, quand on va être dans un système distribué. Et pour nous aider à bien comprendre ces choix, la théorie va nous y aider. Donc il y a David Brewer qui a défini un théorème de Cap qui a été prouvé par la suite. Le théorème de Cap, ou théorème Cap, pose 3 propriétés essentielles dans un système distribué. On peut avoir la cohérence dans les données des différents nœuds, c'est-à-dire que tous les nœuds ont les mêmes informations. Donc ça, il faut résister à l'incohérence, on va dire. La disponibilité des nœuds, donc le service est disponible, et le système distribué est résistant au partitionnement. Et le théorème de Brewer, de Cap, dit qu'on ne peut avoir que 2 propriétés en même temps, et ça a été prouvé. Donc soit la cohérence des données et la disponibilité, la cohérence des données ou le partitionnement, ou la disponibilité et la résistance au partitionnement. Donc ça, c'est dans l'état, peut-être qu'un jour, avec l'informatique quantique, on aura d'autres trucs, mais pour l'instant, on ne peut pas dépasser ce théorème. Il n'y a pas d'autre solution. La théorie nous dit que ça ne fonctionne pas. Enfin, on ne peut pas avoir les 3 en même temps, en tout cas. Donc, il va falloir faire des choix. Et par rapport à ces choix, entre les cohérence, disponibilité et résistance au partitionnement, eh bien, il faudra utiliser un autre théorème, qui est le théorème Pass-LC, qui est de Daniel Abadi, et qui dit qu'en cas de partitionnement, donc ici on a le partitionnement, il faudra faire le choix entre la disponibilité et la cohérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on va basculer de manière automatique pour garder la disponibilité, donc paf, le nœud A tombe, on passe sur le nœud B, automatiquement. Peu importe si le nœud B n'a pas les dernières transactions, on s'en fiche, on préfère perdre des données, mais on a toujours le service qui fonctionne. Ou alors c'est l'inverse, on dit on ne veut pas perdre, on veut avoir les données les plus fraîches possibles, on prend le nœud on garde les nœuds systématiquement à jour, cohérents, et dans ce cas-là on fait une bascule manuelle et on va maîtriser le nœud sur lequel on va basculer. Et après on fera un deuxième choix. On fera un deuxième choix entre la latence ou la cohérence. On va sacrifier l'un des deux. Donc ça correspond à ce que dans PostgreSQL on appelle la réplication. Donc en réplication asynchrone, on va supprimer la latence, et en réplication synchrone, on va supprimer l'incohérence en fait. Vous allez me dire, oui, mais Postgres dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait parce que là, on a fini la partie théorique. Qu'est-ce qu'il fait PostgreSQL? PostgreSQL, en fait, il nous propose déjà, j'en ai un peu parlé dans le slide d'avant, il nous propose de faire de la réplication par flux. C'est-à-dire qu'on va avoir un primaire et un stand-by qui vont pouvoir communiquer de manière synchrone ou asynchrone entre eux et pouvoir se répliquer. Donc, pour ceux qui connaissent suffisamment PostgreSQL, il s'agit d'envoyer des wall records d'un primaire vers un stand-by. Et donc, comme je le disais, on peut être en asynchrone avec PCEL, donc partitionnement EEL asynchrone, ou synchrone avec PCEC. Alors, quelques petits mots sur la réplication synchrone. C'est chouette pour implémenter le RPO proche de 0. Attention, le plus proche possible de 0 avec PostgreSQL. Mais, comme tout avantage, il y a des inconvénients. Lorsqu'on fait un commit avec PostgreSQL et qu'on est en réplication synchrone, on a plusieurs niveaux de validation du commit sur le standby. Et il faut que le standby ait dit « Ok, je valide que j'ai bien reçu toutes les informations ». Alors, bien reçu, bien appliqué, ou bien checkpointé. Enfin bon, il y a plusieurs niveaux de sécurité là-dessus. Mais en tout cas, il faut attendre que le standby ait dit « Ok, pour moi, c'est bon ».
Donc on va introduire de la latence. C'est le premier problème. Ça veut dire qu'il ne faut pas se retrouver avec un stand-by qui est lent ou indisponible. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire de transaction sur votre primaire, puisqu'il attend que la transaction soit terminée pour pouvoir passer à la suivante. Voire libérer les verrous qu'il aurait mis avec cette transaction. Donc attention, ça veut dire qu'il faut être quand même assez sûr de soi sur la réplication synchrone. Mais ça se fait. PostgreSQL fournit de la sauvegarde. Alors de manière native, avec PGBase Backup plus archivage des walls. Ça c'est les outils qui sont fournis en standard dans PostgreSQL, mais il y a aussi dans l'écosystème des outils comme PGBarman ou PGBackrest qui permettent de gérer la sauvegarde de manière un petit peu plus avec la gestion d'une rétention, d'une sécurité sur les walls, par exemple sur les fichiers de transactions, et qui va les archiver. Donc il est capable de faire du point-in-time recovery, ce qui est une propriété assez intéressante de ces outils-là, ce qu'aura du mal à faire PGBase Backup avec les archives, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Les outils, on peut s'écrire des scripts. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu fait dans le passé. Puis finalement, ils ont décidé de passer à PGBackrest ou Barman pour pouvoir gérer leur rétention, leur archivage, etc. Et puis, il fournit aussi un certain nombre de fonctions pour pouvoir contrôler la réplication, notamment. Mais il ne fournit qu'une infrastructure pour implanter la haute disponibilité. Il ne va pas l'implanter lui-même. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais aller jusqu'au bout. Il fournit une infrastructure. Il va permettre de faire de la lecture de l'état de la réplication. Il va pouvoir contrôler la réplication sur un stand-by, l'arrêter, la mettre en pause, la redémarrer. Il va être capable de faire la promotion d'un stand-by en primaire et ou la démotion d'un primaire. Et on va être capable de résoudre une grande variété d'usages. Et aujourd'hui, bon, certes, on a des besoins, mais peut-être que demain, on en aura d'autres. Et donc, il laisse une grande possibilité, une grande ouverture sur comment implanter la haute disponibilité ou comment implanter différentes fonctions qui seraient de notre type et qui nécessiteraient ces fonctions-là. Donc, c'est pas focus sur la haute disponibilité, mais ça permet de l'implanter. Donc, PostgreSQL ne fournit pas ça. Il laisse le besoin de haute disponibilité, d'implantation de la haute disponibilité à des logiciels tiers. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a des versions de PostgreSQL propriétaires qui permettent de faire de la réplication bidirectionnelle et donc d'avoir de la haute disponibilité en multi-master. Donc, sachant ça, avec notre version open source, qu'est-ce qui va manquer pour pouvoir implanter la haute disponibilité? Alors, je vous donne déjà la solution, mais en fait, c'est la fonction qui m'intéresse là. C'est un système qui va permettre de s'affranchir de la gestion du partitionnement réseau. C'est la première fonction de cet outil-là, qui s'appelle le Distributed Consensus Store, et qui a pour objectif de pouvoir identifier les situations dans lesquelles on peut se retrouver en cas de un nœud est indisponible. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux élire un nouveau responsable du cluster? Donc ça, il y a en général dans ces systèmes-là un leader et n followers, sauf dans le cas de Zookeeper qui utilise un autre protocole que les autres, mais qui est plus complexe. Mais dans ces cas-là, les DCS en général c'est un leader et n followers. Les leaders, les nœuds vont discuter ensemble sous l'égide du leader pour pouvoir donner leur état de santé. Et si le leader ne répond pas dans un temps donné, eh bien, il y a des candidats qui vont se proposer pour devenir un nouveau leader. Et il y aura une élection qui sera proposée et un nouveau leader sera défini. Alors ça fonctionne à partir du moment où il y a un quorum dans le nombre de nœuds. Si par exemple on n'a qu'un nœud dans l'architecture, ça ne fonctionnera que si on est avec un quorum de k divisé par 2 nœuds plus 1. Donc il faut qu'on soit à la majorité plus une fois, en gros. Voilà. Comme dans les assos, en général, sauf les statuts parfois. Bon, bref.
c'est une configuration de cluster qui est décentralisée. En fait, pardon, quand je dis cluster PostgreSQL, c'est plutôt cluster DCS en fait, qui est acentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, le cluster DCS va s'auto-configurer. On va se servir du DCS pour stocker des informations sur l'état de santé de notre cluster PostgreSQL, par exemple. Ça peut être utile. Et comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et donc, on va faire une élection du primaire grâce à ce système de DCS et qui va nous permettre donc de dire, ben voilà, moi, je suis le nœud X, je suis à tel niveau de transaction dans l'avancée des transactions. Moi, je suis le nœud B et je suis à tel niveau de transaction. Et à la fin, ben, il y a un élu. Une fois que l'élu est choisi, la nouvelle topologie est publiée. Il y a un verrou qui est mis par le leader. Et c'est que ce leader, donc le primaire, qui va mettre à jour la conf. Donc dans les DCS, on en a plusieurs. Hein. On a Zookeeper qui utilise le protocole Praxos, qui est vraiment l'ancêtre des protocoles des DCS, qui peut avoir plusieurs leaders. Et après, on a etcd Consul, qui est l'API Kubernetes, qui va utiliser le protocole Raft. Alors il y a des sites web qui expliquent très bien comment fonctionne Raft. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Mais voilà, c'est aujourd'hui le protocole qui est communément utilisé pour gérer ce genre de situation, que ce soit pour PostgreSQL, mais aussi pour les applicatifs. C'est vraiment ce protocole-là qui est utilisé. Globalement, initialement, on verra dans Patroni, enfin j'en parle pas dans les slides, mais dans Patroni, etcd Consul et Kubernetes, enfin, ces quatre-là sont pris en charge. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, les déploiements standards sont faits avec etcd, parce que c'est assez facile à déployer et assez facile à configurer. Consul est un petit peu plus complexe. Et Kubernetes, ben, il faut avoir... Oui. J'ai une question. Ouais. Du coup, le DCS, si on devait lui appliquer le cap et le PASSEC, on le situerait comment? Ouais. Il y a un quiz après. Mais oui, donc la question c'était où est-ce que se situe le DCS dans le théorème de Cap déjà et dans PASSLC. Voilà. Une question ici. Je profite. Oui. Là, je vois qu'on parle de K8S et Patroni. Je pense qu'il y a déjà des mécanismes de leader election dans K8S. Du coup, c'est quoi l'avantage de venir remettre par-dessus Patroni? Alors en fait, l'élection de leader Alors la question c'est, il y a déjà dans Kubernetes un système d'élection de leader. Ben, c'est le cas de tous les DCS en fait. Hein. Mais c'est les leaders du DCS, ce n'est pas les leaders de PostgreSQL en fait. Il y a des notions légèrement différentes en fait. Mais souvent effectivement il y a une adhérence. Hein. Et oui, il y a ces systèmes-là, mais ces systèmes ne permettent pas de gérer en fait l'état de santé de PostgreSQL. De gérer, j'entends, pas de les stocker, de les gérer. Et c'est une notion qui est légèrement différente quand même. Ok, ça va. Voilà. Alors, l'autre question qu'on peut se poser quand on est dans le cadre d'une base de données, notamment PostgreSQL, c'est comment on accède à PostgreSQL, sachant que le primaire peut changer. Comment on fait pour savoir lequel est notre nœud en écriture, en l'occurrence, et quels sont nos nœuds en lecture seule. Alors, on a la possibilité d'avoir une IP virtuelle, qui va changer en fonction de ce qui va, de l'état qui va pointer vers la bonne machine en fonction de l'état. Donc ça veut dire qu'il y a tout un mécanisme via ARP qui va devoir être mis en place. Il y a HAProxy qui va permettre d'être un cluster hot dispo lui aussi et qui va permettre de router correctement les requêtes vers PostgreSQL. Il y a PGBouncer qui peut s'auto-reconfigurer, mais PGBouncer, c'est un seul nœud, donc on recrée un Spofire, mais ça peut être utile. Il y a des solutions, on va dire, on peut s'arranger. Et on a aussi les drivers qui sont basés sur libpq, Java ou .NET, qui eux permettent de définir une chaîne de connexion avec plusieurs nœuds, en disant on veut attaquer le primaire par exemple. Et là, c'est l'application qui va essayer les nœuds successivement jusqu'à ce qu'il trouve le primaire. Bon, ça va prendre un petit peu plus de temps peut-être. Je n'ai pas de bench là-dessus. On n'a pas de clients qui font ça.
trop. Et après, il y a aussi des applications intelligentes qui utilisent 12 factors, donc, qui vont directement interroger le DCS pour avoir la configuration et puis envoyer les requêtes directement vers les nœuds qui les intéressent. L'autre question aussi, c'est comment on va pouvoir reconstruire les réplicas. Tout à l'heure, on a parlé de la sauvegarde. On va pouvoir utiliser ces outils de sauvegarde pour construire des réplicas. Parce que par exemple, si on a un nœud primaire qui tombe, qu'il y a un nouveau primaire qui est élu, et que le nouveau nœud revient dans le réseau, il va falloir le reconstruire. Donc, comment on peut faire? On peut utiliser le système basique, PGBase Backup, ou alors on peut utiliser Barman ou PG Backrest. On verra tout à l'heure pourquoi c'est intéressant d'avoir des outils un petit peu plus évolués dans ce cadre-là. Voilà. Bon, je suis pas trop mal. En temps, du moins. Donc voilà, on a posé un petit peu les bases de ce qu'il y a. Le quiz va arriver, Cédric. Le quiz va arriver. Et justement, on va le mettre dans le cadre de Patroni aussi. Voilà. Donc Patroni, c'est un projet qui a été initié par Zalando, qui vendait à la base des chaussures, mais maintenant je crois que ça part un petit peu en cacahuète, mais bon. Voilà. Et il y a une intégration avec Docker qui s'appelle Spilo, si vous voulez le tester. C'est un projet qui peut se tester sur un laptop, c'est facile, ça marche très bien, et c'est sous licence MIT, donc logiciel libre. En fait, c'est quoi Patroni? C'est un template de haute disponibilité, c'est un modèle de haute disponibilité très souple et qui va s'interfacer d'une part avec PostgreSQL, ça on n'aurait pas eu de mal à le deviner, un DCS, avec ce que je viens de vous dire, on s'en doute aussi, un outil de backup éventuellement, alors oui, forcément, parce qu'il va falloir reconstruire des nœuds, donc ça peut être le natif ou d'autres, et l'avantage c'est qu'il y a un seul fichier de configuration. Bon, c'est pas vrai, il y en a un pour chacun des nœuds, mais bon, il y a un seul fichier de configuration qui va nous aider à créer notre cluster Patroni. Donc les fonctionnalités sont relativement évidentes. Il va suivre la réplication entre les nœuds pour savoir lequel est à quel niveau sont les différents nœuds en réplication synchrone ou asynchrone. Donc ce sera par la configuration, attention, la synchronicité là, c'est la configuration de PostgreSQL qui va la définir, c'est pas Patroni. On va avoir des réplications simples ou en cascade, on peut avoir des réplicas de réplicas. Il va gérer le failover, un nœud tombe, automatiquement on va switcher sur celui qui est le plus en avance. Enfin, sauf si on a dit qu'on ne switchait pas sur celui-là, parce qu'il y a des nœuds aussi, on dit celui-là je ne veux pas qu'on switch dessus. On va pouvoir aussi contrôler manuellement sur quel nœud on va switcher. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement, par exemple, à sortir un nœud du cluster pour pouvoir y faire de la maintenance dessus, typiquement. Voilà. Mettre à jour un OS, par exemple. On va aussi avoir, grâce au DCS, on va éviter de se retrouver dans un mode split brain. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait les 4 nœuds, 2 qui discutaient ensemble, 2 qui discutaient ensemble. On était dans un cas de split brain, c'est-à-dire que si l'application elle avait des connexions sur un nœud et qu'elle décide de switcher, qu'il y a une élection d'un nouveau nœud, d'un nouveau primaire sur l'autre partie, par exemple, s'il n'y avait pas ce système d'anti-split brain, on se retrouverait avec, par exemple, la commande 3 qui serait créée sur la première partition. Et il y aurait aussi potentiellement la commande 3 qui se crée sur l'autre partition. Et quand les nœuds reviennent ensemble, on a un petit problème de cohérence, quoi. Voilà. Donc, il va éviter l'état de split brain grâce au DCS. Et si on n'arrive pas à avoir le quorum, tout le monde passe en read-only. Donc, on reste cohérent sur toute la ligne. Et Patroni, c'est aussi prendre en compte l'extension Citus qui permet de faire du sharding. Tu fais pas de conf là-dessus aujourd'hui? Non. Dommage. Voilà, donc le sharding, et Citus étant une extension qui permet grâce à un orchestrateur, de dispatcher des données sur plusieurs nœuds PostgreSQL. Donc Patroni, c'est le GE.
Donc, Patroni va utiliser DCS pour propager la configuration du cluster. Alors, j'entends bien là quel est le nœud primaire, quels sont les membres standby, où en sont les différents nœuds, quel est l'historique, s'il y a eu des switches, etc. On va avoir tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de prendre éventuellement des décisions si on doit faire des switches manuels, par exemple. Et on va propager aussi certains éléments de configuration de PostgreSQL. Par exemple, la shared buffer. Parce qu'il faut que tout le monde soit à peu près aligné là-dessus. Il va utiliser le système de backup pour recréer des nœuds. Donc si on a, comme je le disais tout à l'heure, un primaire qui tombe et qui est sur une partition réseau, il faut le reconstruire en étant stand-by du nouveau primaire. Donc il va utiliser ces outils-là pour le faire. Et c'est Patroni qui va piloter PostgreSQL et piloter le fonctionnement de sa réplication. Le fameux quiz. Donc je voulais dire Patroni, mais bon, on peut commencer par le DCS. D'après vous, quelle politique de haute disponibilité le DCS met-il en œuvre? Pour la prochaine, si je la refais, celle-là, je le mettrai. C'est une bonne idée. Alors, dans le théorème de Cap, le DCS, il permet d'éviter les situations de partitionnement. Enfin, du moins, quand on est en situation de partitionnement, il la gère. Hein? Tant qu'il en reste deux, ouais. Et puis, il permet d'avoir de la disponibilité. Voilà. Donc, on vire la cohérence. On n'a pas de cohérence ou de consistance. Donc, on n'aura pas la consistance. Enfin, du moins, purement sur le DCS. Ce qui veut dire que si, en fait, il y a un nœud qui a disparu, il peut toujours être fonctionnel, mais si on l'interroge, il n'aura pas les bonnes données. C'est ça quand on dit on perd la cohérence, c'est que potentiellement, si c'est lui qu'on interroge, on n'a pas la bonne donnée. Il se peut, par exemple, qu'au moment de la rupture, les transactions du primaire n'aient pas été propagées sur les stand-by, parce qu'on est en asynchrone, et qu'on perde les transactions qui n'ont pas été transférées. Mais ça, c'est dans le cas de PostgreSQL. Mais dans le cas du DCS, c'est autre chose. Dans le cas du DCS, je ne sais pas, au niveau de la cohérence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question par rapport à la cohérence, parce que c'est... Au niveau de la cohérence, ça veut dire qu'à un moment, il peut dire, en fait, là et là, ils sont au même niveau, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Oui, mais ça... On va faire un choix en disant, on va rediriger vers lui qui est le plus à jour, alors qu'en fait, le point de vue DCS, pas de point de PostgreSQL. Oui, DCS, ouais. On n'est pas dans le même tas que oui, parce qu'il y a... Oui, mais il y a des temps de propagation aussi des états des nœuds, et forcément, suivant ce qu'on attend, encore notre manager pressé qui veut notre manager qui veut que tout fonctionne tout le temps sans perte de données, là on est dans un cas où il y a quand même des trucs qui se passent entre les nœuds sur le réseau. En général, quand il y a une rupture réseau, ça commence par des lenteurs. De toute façon, souvent, dans les systèmes distribués, le problème c'est le réseau. Souvent. Bon, ça peut être les alimes qui pètent, mais ça, en général, c'est pas trop un problème. C'est plutôt le réseau qui pose problème. Et dans le cadre de Patroni, alors, pour Cap, du coup, il s'appuie sur un composant qui n'a pas de consistance pour garantir ses choix, donc il va faire des choix inconsistants. Il peut faire des choix inconsistants en espérant qu'il ne le soit pas trop. Donc, on va corriger ça dans Patroni. Voilà. Ouais. C'est ce qu'il fait, quoi. Oui, c'est ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, il va interroger chacun des nœuds. Enfin, il y a une API, on verra. Ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus à jour au final. Et donc, du coup, comme on perd la consistance ou la cohérence, on a un risque de perte de cohérence entre les nœuds. Par contre, on garantit. Donc, ça veut dire qu'on va probablement perdre des données. On le sait, mais c'est un pari qu'on est prêt à prendre parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la disponibilité et pouvoir continuer à rendre le service au final. Mais voilà, il y a une possibilité de perdre des données. Alors, Patroni vient avec tout un tas d'outillages. Donc, il y a une API REST. C'est ce qui va permettre aux différents nœuds Patroni de discuter entre eux, en plus de discuter avec le DCS.
Donc ça va nous fournir des informations, et ça nous permet à nous, en tant que développeurs, si on a besoin, de pouvoir les interroger. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, enfin, ce n'est pas notre business en général, sauf si on fait de la supervision, et encore, on peut faire différemment. Donc ça donne des informations sur la configuration du cluster pour Patroni, sur son état et sur sa santé. Alors l'état, c'est plutôt qui est le plus avancé, sa santé, c'est est-ce qu'il fonctionne bien. Voilà, si les membres sont toujours là, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi le bon point d'entrée pour savoir qui est le primaire et qui sont les... Alors ça peut en être un, il y en a deux en fait, point d'entrée. Ça peut être effectivement par le biais de cette API, puisqu'on a la topologie du cluster, mais on peut l'avoir aussi dans OTCD. Après, voilà, il y en a un qui est plus à jour que l'autre. Oui. Voilà. C'est Patroni lui-même. C'est Patroni lui-même, oui. Patroni, on peut considérer que il ne faut pas être plus royaliste que le roi, c'est Patroni le plus à jour. Mais on a quand même un élément qui est hautement disponible, c'est le TCD. Donc c'est vrai que, voilà, on peut faire le tour des boutiques en demandant à chacun des Patroni, t'en es où, et avoir les informations. Ouais, c'est possible. Après, on a le TCD qui centralise tout, donc c'est intéressant aussi. Voilà. C'est vrai que dans cette API, on a des informations beaucoup plus riches. Et donc après, on a des outils en ligne de commande hein, qui vont permettre d'éditer et de consulter la configuration, même si à la base c'est un fichier YAML. On pourra avoir la topologie et la liste des nœuds, leur lag, et on va pouvoir aussi piloter le cluster, donc piloter, switcher ou pas. Oui. Ouais, les outils de commande, je pense qu'on parle de Patroni CTL. On parle de Patroni CTL, oui. Ils interrogent l'API, non? Oui. Oui, c'est juste un front-end à l'API. Hein. Voilà. Ça évite, c'est plus joli qu'un curl. Bon, ça dépend des gens, il y a des gens qui préfèrent le curl. Mais voilà, l'API répond en JSON. Là, on va le voir, hein. J'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc ça c'est pour la partie ce que ça permet de faire et quel est l'outillage. Ouais. Donc comment ça fonctionne? Donc Patroni va piloter PostgreSQL, il va bootstrapper un primaire. Alors le bootstrap, c'est comment je crée ma première base, celle qui va être répliquée sur les autres nœuds. Alors il y a plusieurs possibilités de faire. Si vous avez déjà une machine qui a sous PostgreSQL et que vous voulez qu'elle rentre dans un nœud Patroni et que ça devienne un cluster Patroni, il faudra travailler votre phase de bootstrap pour créer le premier nœud avec ce système-là. Il va aussi créer les réplicas à partir du primaire que vous allez créer via le bootstrap et il va gérer les bascules. Mais par contre, il ne va pas vous configurer le cluster DCS, ça c'est à vous de le faire à côté, et il ne va pas vous mettre en place le système de sauvegarde, ce n'est pas son job. Il va l'utiliser, on va lui dire c'est là que si tu vas utiliser tel outil, tu vas faire comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un template, c'est un modèle. Il va savoir utiliser ces outils-là. Et c'est de la même manière pour le cluster DCS. Quoique pour le DCS, il y a quand même une liste restreinte des utilisateurs, des produits qu'on peut utiliser. Bon, qui est pas mal quand même. Et il ne va pas non plus gérer les entry points. Par contre, donc les entry points, c'est comment on accède depuis les applications à PostgreSQL. Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a celle qu'on a évoquée tout à l'heure. On peut demander au DCS les outils peuvent demander au DCS de leur fournir la configuration et eux s'autoconfigurent. C'est le cas par exemple de HAProxy qui va aller interroger le TCD ou il peut aussi interroger l'API Patroni, je crois. Non, c'est ETCD. Enfin, ETCD ou un DCS. Ou on va utiliser des outils comme confd qui est vieillissant, je crois qu'il est même mort de sa belle mort, ou Remco, un autre outil du même style qui va permettre de générer des templates de conf et de faire des requêtes HTTP donc, sur le DCS pour pouvoir remplir ces templates et générer des fichiers de conf et relancer par exemple PGBouncer avec la bonne conf. Alors voilà. Faire un dessin, ça vaut mieux que des grandes explications, mais bon, j'ai beaucoup parlé.
Donc on a le cluster DCS, on a un cluster DCS qui est en place. Patroni va se connecter au serveur DCS, puis il va créer le premier, il va bootstrapper le premier nœud qui va être le primaire. Donc il va publier ces éléments déjà dans le cluster. On va lancer Patroni B et Patroni C sur d'autres nœuds qui vont créer leur propre Patroni à partir de PostgreSQL A. Donc soit un backup. Là, je ne l'ai pas fait apparaître parce que ce serait déjà induire une solution, mais soit via PGBase Backup, soit via les outils de backup dont j'ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'ils sont créés, ici, on va passer en réplication, en streaming replication. Alors les flèches, c'est juste le sens de transfert des données, mais normalement, c'est les standby qui se connectent sur le primaire. Pour info. Une fois qu'on a ça, on a un cluster qui est prêt, en fait. PostgreSQL, il fonctionne. C'est un cluster. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à créer un entry point, donc ici avec HAProxy, PGBouncer ou les drivers. Alors, les drivers, il n'y a pas besoin, il suffit de donner les trois IP, et puis il se débrouille en disant je veux le primaire. Il va se débrouiller, mais bon, voilà, il y a peut-être un petit peu plus de latence parce qu'il va falloir qu'il passe chacune des machines en revue pour trouver le primaire. Soit il va se connecter au DCS, ou alors j'aurais pu faire une flèche vers Patroni, effectivement, pour générer sa propre configuration et router correctement les requêtes qui vont arriver. Sachant qu'HAProxy, c'est un cluster, donc HAProxy, ce n'est pas un SPOF si vous le répartissez sur un cluster. PGBouncer est un SPOF, sauf si vous savez gérer au-dessus. HAProxy n'est pas un pooler de connexion, PGBouncer est un pooler de connexion. Faites votre choix. On utilise les deux. Alors, on peut utiliser les deux si on aime la latence, oui. Ça induit un petit peu de latence quand même. Oui. Il y a des projets comme PG4, je crois, qui commencent à... Enfin, je n'ai pas fait le test encore, mais qui sont des outils, des poolers de connexion, plus sont capables de s'auto-gérer comme ça. Donc c'est... Hein? Et qui gère du Citus aussi. Oui. Là, tu l'as utilisé, toi? Ouais. Ok. Bon. La communauté, d'une manière générale, est assez positive vis-à-vis de ce nouveau pooler. Voilà. Qui est utilisé dans le cadre du projet PostgreSML, d'ailleurs. Donc, ça le vend en poupe. Ils ont des financements. Et voilà, donc nos clients vont attaquer ce point d'entrée, alors qu'il soit unique ou multiple. Et puis, on va pouvoir interroger, bon là, effectivement, PostgreSQL est le primaire, mais si le A disparaît, il y a une nouvelle élection, et ce sera peut-être B qui sera élu, et donc eux se reconfigureront pour attaquer B. Je parle en lecture-écriture. Voilà, ça c'était... Donc après, oui. Ceci étant dit, ça paraît relativement simple, mais en fait, ça l'est réellement. Enfin, ça l'est réellement si on comprend un petit peu comment fonctionne PostgreSQL. Donc, je vais passer très rapidement, ce n'est pas l'objectif de vous refaire la doc de Patroni, parce qu'elle est un peu longue quand même. Mais globalement, je vais passer rapidement le fichier de configuration pour retrouver nos petits, en fait, c'est surtout ça. Donc, on va avoir un scope et un name. Donc, le scope, c'est le nom de notre cluster PostgreSQL, et le name, ça va être, c'est le nom du nœud, en l'occurrence. Ensuite, on va configurer sur quel port on écoute sur l'API Patroni. Logique. Hein. On va dire, ben voilà, là j'utilise le TCD3, donc je vais dire quels sont les nœuds TCD qui sont déclarés dans mon cluster TCD. Il y a d'autres manières de faire. Bon, le logging, voilà, on va dire, ben on log. Hein. On log dans tel format, etc. Bon, voilà, c'est plutôt classique. Ensuite, on a le bootstrap. Alors là, c'est en gris foncé, désolé, hein, je ne voulais pas faire une étape, mais c'est le bootstrap. Donc, on va dire, ben voilà, notre DCS, on va avoir un time to live. Donc, ça, c'est le temps entre maximum que l'on autorise entre deux mises à jour. Si on dépasse ce temps-là en secondes, ça veut dire que le primaire n'a pas donné de nouvelles et donc on peut considérer qu'il est mort. Ensuite, on va définir les retry timeout. Alors ça, c'est le loop wait, c'est le temps qu'on va attendre entre deux essais. Et le retry, le loop wait, ça va être les temps de mise à jour. Et où le primaire va mettre à jour ces informations. Et le retry timeout, ça va être le temps qu'on va attendre entre deux mises à jour si la première a échoué.
Ensuite, on va définir quels sont les usages d'un PostgreSQL. Donc là, on dit qu'on ne veut pas utiliser les slots, on dit qu'on ne veut pas utiliser PGB Rewind, les paramètres qu'on va mettre dans PostgreSQL Conf et le recovery. Donc celui-là va permettre d'archiver les walls et celui-là va permettre d'aller chercher les walls dans l'archive de wall, par exemple. C'est un exemple. Hein. C'est pas... On dit qu'on veut initialiser notre base de données. Alors ça, c'est une méthode de Bootstrap, initdb. Hein. Ça correspond à la commande qu'on lance pour initialiser PostgreSQL. On dit qu'on veut un encodage en UTF-8 et les data checksum. Donc les data checksum, ça permet de mettre une somme de contrôle sur les pages, chaque page dans les data files de PostgreSQL. Et ça permet de valider qu'on n'a pas une corruption de données liée au stockage, par exemple. On va définir aussi le pare-feu applicatif de PostgreSQL, donc le fameux HBA. L'utilisateur des réplications, qui va être utilisé pour créer les réplicas. Ensuite, on va passer à la configuration propre de PostgreSQL. On va dire sur quel port il écoute, son adresse de connexion. Bon, là, c'est les mêmes. Hein. Où sont stockées les données et où sont les binaires. Parce que Patroni, il ne sait pas forcément sur quoi vous tournez. Hein. Ça peut être une Debian, ça peut être... vous avez peut-être des templates de déploiement qui sont industrialisés, comme ça arrive souvent chez les clients. Vous avez vos utilisateurs d'authentification. Donc là, ça, c'est propre au nœud local. Hein. Donc ça permet de pouvoir se connecter au nœud primaire. Donc il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on avait au-dessus. Et d'autres paramètres qui sont locaux au nœud. Et ensuite, on a ceci. Create Replica Methods. Donc ça va créer un label ici, qui s'appelle PG Backrest. On aurait pu l'appeler Tartampion, peu importe. Hein. Et qui est une entrée un peu plus bas. Et qui va dire, voilà, la commande pour générer un réplica, c'est ça. PG Backrest, Tanza, Loxodemo. Donc ça, c'est le nom de ma sauvegarde. Et je lui dis restore. Bon, il y a d'autres paramètres, mais bon. Et ça lui permet de savoir comment il régénère un réplica à partir d'un backup. Et après, on a des tags donc, qui permettent de dire, par exemple, si on s'autorise à switcher dessus automatiquement ou pas, sur le nœud automatiquement ou pas. Si on utilise le load balance, parce qu'on a la possibilité de le faire sur les read réplicas, ou si on interdit, par exemple, le clonage du nœud. Voilà. Donc ça, globalement, c'est un fichier basique. On peut avoir des configurations plus complexes de Patroni, suivant la topologie que vous voudrez mettre en place. Donc au niveau CLI, voilà, par exemple, là j'ai demandé, vous vous souvenez, mon cluster s'appelait Loxodemo, je demande la topologie, donc il me dit que mon leader c'est PGDEB01, Debian, hein, et j'ai deux réplicas donc, qui sont en streaming. Donc leader c'est primaire. Hein. Donc là on est en timeline 1. La timeline, ça parle à tout le monde ou pas? Bon. La timeline, c'est lorsque on passe d'un primaire à un réplica, on va changer la ligne de vie, la timeline, de l'ensemble des données, et on va l'incrémenter de 1 pour être sûr que si le premier revient, on soit plus sur la même timeline en fait. Donc c'est le nombre de switches en fait, ça va nous indiquer le nombre de switches au final. Et après on a ici le lag en méga. Donc ça c'est des propriétés qui sont intéressantes à regarder, à superviser aussi. Parce que parfois c'est là qu'on commence à voir que le réseau il déconne ou que la machine n'est pas assez puissante parce qu'elle n'est pas capable de rejouer les transactions comme on voudrait. Admettons qu'on veuille faire un switch, nous, entre deux machines. Là, par exemple, je dis je veux que mon primaire ne soit plus PGDEB01, mais PGDEB02. Donc là, je le force. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas répondre aux questions parce que sinon, ça ne rentrait pas sur le slide, tout simplement. Donc là, je lui dis, tu me fais le switch. Il me dit, voilà la configuration initiale. Je vais passer à PGDEB02. Et là, paf, PGDEB02 est le nouveau leader. Et on a deux nouveaux réplicas, donc PGDEB01 et 03. Il y en a un qui est stoppé. Logique, on l'a arrêté. On a fait ce qu'on appelle un stone it, shot the other node into the head. Donc on l'a arrêté. Donc il est dans un état de lag unknown sans timeline. Il est arrêté. Et le réplica ici, il est en archive recovery, c'est-à-dire qu'il se reconstruit par rapport au primaire. Excuse-moi, j'ai peut-être mal compris. Du coup, il est stoppé parce qu'on l'a tué avant de faire le switchover? On l'a arrêté. Ok. Voilà. On l'a arrêté.
Enfin, on l'a arrêté avant de faire la promotion. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un état, là on est dans un switch, hein. On s'est retrouvé dans un état où on était sûr qu'on pouvait faire le switch. Et du coup, si tu l'avais laissé tourner, que tu avais fait ton switch, il serait resté en réplica actif. Il serait basculé en réplica fonctionnel. Alors là c'est l'état juste après le switch. Ouais, ok. Ah oui. Oui, Cédric, tu... Non, mais je crois que c'est pareil. Ouais. On peut faire un switch à chaud sans couper le. On peut le faire, mais il faut s'assurer des conditions voilà. Oui, on peut le faire. J'ai un doute par rapport à Patroni, sincèrement. Patroni ne gère pas ça tout seul. Ouais, c'est Patroni qui le fait. Sans pas moi. couper les services. Oui. Mais en fait, si tu as zéro lag, que tout va bien, et que tu veux préparer une maintenance sur le leader, tu peux changer de leader et il n'y a aucun stop, rien qui se passe. Si, sur le stand-by, qui était l'ancien leader, il est tué, hein, systématiquement. Ah bon. Ouais, oui, moi aussi, ça... Enfin, mais voilà. On se retrouve avec un stop. Je pense que ça doit être pour éviter que Oui. l'ancien leader Revienne. ait des connexions en cours et risque d'avoir des transactions. Oui, c'est ça. C'est fait pour rompre le service. Hein. Je pense que c'est pour compenser le DCS en fait. C'est possible. Ça a potentiellement fini une IP qui est Effectivement, on aurait à le faire nous, on saurait le faire manuellement. On ne le ferait pas peut-être pas de cette manière-là, mais il y aurait des cas où on le ferait de cette manière-là. Peut-être qu'ils ont pris cette décision de manière à s'assurer qu'ils partent d'un état stable. Et donc, quelques secondes après, lorsque je refais mon topologie ici, le PGDEP02 est running, il est primaire, et les deux autres sont en streaming réplica. C'est ça, du coup, en fait, j'ai été trop vite avec ma question. Il revient en oui. mode actif. Oui, là, c'est immédiatement. Enfin, en fait, les états, c'est les états qui donnent lorsqu'on lance le switchover. Okay. Donc, ça fait partie de son workflow, en fait. Okay. Mais au final, on se retrouve dans cette situation-là sans rien avoir fait. Hein. C'est Patroni qui gère à 100%. Voilà, alors juste pour info, on a aussi, pour les gens qui voudraient utiliser le JSON, on a une sortie JSON de toutes les commandes, quasiment toutes les commandes de Patroni CTL. Voilà. Et on peut aussi interroger etcd, là en l'occurrence, donc j'ai utilisé le get avec le from key, donc toute l'ancienneté, donc on peut récupérer des informations sur le etcd. Alors, petite recommandation quand même, parce que là, on va être bientôt out of time. Il reste 1 minute. Ouais, bon, je vais accélérer. Donc, il faut bien retenir qu'il faut qu'il y ait le quorum. Si le DCS tombe depuis Patroni 3, on est capable, Patroni va interroger les autres Patroni pour savoir s'ils fonctionnent encore. Ils continueront à fonctionner, ils ne se mettront pas en read-only. Là, on est à la version 4, hein, depuis peu, donc voilà. Les outils de sauvegarde, l'intérêt c'est surtout, outre d'avoir une sauvegarde et faire du point-in-time recovery, ça a un gros avantage, c'est qu'on peut faire de l'offload du primaire, c'est-à-dire qu'on ne dérange pas le primaire pour pouvoir régénérer des stand-by. Et en fonction de la taille de la base, on est content d'avoir un backup. Et donc on peut avoir des architectures simples, comme je vous ai montré, de la cascade, de la réplication asynchrone ou synchrone. Attention, pour la synchrone, c'est configuration spécifique. Et je vais aller assez vite là-dessus. Donc l'objectif, c'est forcément d'essayer de travailler soit en multi-DCS. Donc ici, on a vraiment 3 DCS, 3 nœuds, des API qui discutent entre elles au niveau Patroni, des PG qui répliquent par flux et le cluster etcd qui fait du raft. Le problème qu'on a ici, c'est qu'entre les DC, en général, le réseau il est sujet à des mouvements browniens, donc on a parfois des petites surprises sur les latences réseau qui peuvent provoquer des bascules alors que tout va bien. Voilà. Donc si on est un petit peu très pointilleux sur les temps de bascule, sur les temps de mise à jour des clés dans le DCS, on risque de se retrouver avec des choses. Donc pour ça, on va utiliser plutôt un cluster de stand-by avec une réplication asynchrone entre le DCS1 et le DCS2. C'est bon ? Et merci. Voilà, j'ai fini. Oui ? Une question dans le schéma avant. Celui-ci ? Celui qui est juste avant. Oui. Là, quelle est la stratégie pour la sauvegarde? Parce qu'à chaque fois, toute Patroni suppose qu'il a la sauvegarde pour reconstruire un nœud, mais ça veut dire qu'on sauvegarde sur un nœud au choix et on se dépose pour répliquer la sauvegarde. Alors, Patroni
qui met à dispo de la sauvegarde, il suppose que la sauvegarde est toujours disponible à l'endroit. Alors, c'est l'outil de sauvegarde qui met à dispo la sauvegarde et pas Patroni ni PostgreSQL, enfin, sauf dans le cas de PGBase Backup, mais on ne va pas en parler. Là, dans ce cas-là, on pourrait avoir des buckets S3, par exemple, qui contiennent la sauvegarde et qui sont répliqués sur les trois. Ou alors, on peut avoir plusieurs lieux de sauvegarde pour s'assurer que la sauvegarde est toujours disponible. La deuxième question, c'est est-ce que ça a du sens de faire plusieurs sauvegardes parce qu'on n'a aucune garantie qu'on a sauvegardé les choses de manière cohérente? Ça peut avoir du sens en fonction de la confiance qu'on a dans le système de sauvegarde. On a des garanties cohérentes sur la sauvegarde. Oui. Oui, mais si on l'a fait à plusieurs endroits, il faut être sûr qu'on l'a bien fait. Il faut être sûr qu'on l'a bien faite. Et voilà. Donc PG Backrest ou Barman permettent de vérifier que quand même les sauvegardes sont cohérentes. Barman propose la redondance directement des storages. On peut en fait, avec Barman, configurer la sauvegarde d'un autre Barman, donc en fait, et en géo-redondance, Ouais, PG Backrest permet aussi d'avoir plusieurs stanzas. Enfin, voilà. Donc on a une variété d'outils qui peuvent répondre à la même question de manière différente et de manière tout aussi fiable. Voilà. Donc la question du choix, il fallait venir hier. Voilà. Fallait venir hier à la présentation du projet de conf écosystème autour de PostgreSQL parce que c'est l'objectif de ce projet-là, c'est de mettre à disposition une information la plus objective possible sur ce que sont capables de faire les différents outils open source. Oui ? Sur ce schéma-là, on voit que les nœuds décidés sont sur les mêmes nœuds que les instances Postgres. J'ai déjà vu sur certains, dans ce qui est de documentation, articles web, que c'était plutôt conseillé d'avoir des nœuds spécifiques qui ne soient pas partagés sur la machine qui reste sur Postgres. Pour le DCS ? Oui. L'important, c'est que ce soit dans la même zone et avec les mêmes caractéristiques réseau et les mêmes propriétés. Donc la question, c'était est-ce qu'il est intéressant d'avoir le DCS sur les nœuds ou pas. Donc effectivement, les topologies industrialisées proposent effectivement d'avoir plutôt le DCS sur des nœuds qui sont équivalents sur le même réseau et dans la même configuration. Oui. Okay. Bon, merci à tous. Merci.